Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Niveau d'Info au menu de décryptage de jour. La République démocratique du Congo, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC continue de se détériorer. Il y a quelques jours, les rebelles du M23 ont pris le contrôle de la cité minière de Lumbishi, situé dans le territoire de Kalehe, province du Sud Kivu. Cette nouvelle avancée du mouvement rebelle suscite de vives inquiétudes quant à l'avenir de la région. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. En RDC, les rebelles du M23 connaissent des avancées significatives. Mais non seulement des avancées significatives, il y a de quoi se poser la question où se trouvent les forces armées de la RDC. Parce que depuis 2021, à chaque fois qu'on parle, si vous faites le bilan de façon globale, c'est plutôt des avancées du M23. Parce qu'avant, le M23 n'était plus là. Quand ils sont revenus, ils ont commencé à prendre quelques territoires. Mais aujourd'hui, ils ont occupé un très grand nombre de territoires. Ils ont pratiquement encerclé Goma. Mais il y a des questions à se poser. Sur la dernière prise, on a des éléments d'explication sur la difficulté. Vous parlez tout à l'heure de Lumbishi. Avec Lumbishi, ce qui s'est passé est extrêmement grave. Puisque c'est le capitaine local qui était là au nom des forces armées de la RDC, qui est allé rejoindre le M23. Carrément. Et ce qu'il donne comme prétexte, il y a là-bas des généraux qu'il connaissait, avec qui ils ont déjà travaillé dans un autre mouvement qui s'appelle RCD, avec qui il a collaboré également au niveau des forces armées de la RDC. Mais ça veut dire que dans la rébellion, vous avez des militaires qui rejoignent, vous avez également des anciens militaires dans la rébellion. Ça permet de comprendre aussi la complexité quand les forces armées de la RDC essayent de les combattre. Si on y ajoute maintenant ceux à cause de qui Tshisekedi avait dit on ramène la peine de mort, c'est-à-dire des militaires qui restent avec les forces armées de la RDC, mais qui collaborent en dessous avec le Rwanda, avec le M23, avec les ADF, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que les ADF sont là et devenus même à la limite plus dangereux parce qu'ils se sont mis sous la coupe de l'État islamique. Mais imaginez comment il va être compliqué de résoudre ce problème quand ces militaires qui doivent participer au combat, mais à la limite, vont rejoindre ceux qu'ils doivent combattre, ou c'est eux qui donnent l'information, c'est eux qui fournissent les armes. Mais ça fait que la promesse de Tshisekedi, depuis son premier mandat, il a du mal à respecter cette promesse qui consistait à ramener la paix dans cette zone. Le M23 gagne du terrain, mais quelles sont concrètement les craintes liées à cette avancée? En fait, il y a plusieurs craintes. La première chose, la RDC est en train de perdre une partie de son territoire. Et quand vous regardez, parce que pendant longtemps, les gens le disaient, il y avait des discussions là-dessus, les chercheurs l'avaient dit clairement, quand vous regardez la direction que prend le M23, ils sont en train de prendre les zones les plus riches sur le plan minier. Et de façon concomitante, vous avez le Rwanda, qui n'est pas producteur d'un certain nombre de matières premières, qui exporte ces matières premières sur le marché international. Parce que tout le monde avait dit ça. Vous avez même certains qui disent que c'est une guerre économique. En fait, c'est une guerre pour l'exploitation des ressources et des richesses qui sont au niveau de cette zone, au niveau de la République démocratique du Congo. Mais c'est ça qu'on revoit exactement. Qu'on n'oublie pas qu'à cause de ces richesses, l'Ouganda s'était battu également sur le sol de la RDC. Et ça veut dire que ce n'est pas pour rien qu'ils choisissent les zones où ils vont. Et quand on regarde le discours de Kagame en particulier, qui est toujours dans la négation que ça n'a rien à voir avec le Rwanda, c'est un discours qui ne tient plus la route. Les rapports sont extrêmement clairs. On parle même de 3 000 à 4 000 soldats du Rwanda qui sont sur le terrain et qui mènent les actions. Mais en ce moment, il est clair que le Rwanda est dans une situation d'exploitation d'une partie du territoire de la RDC. Je ne crois pas que ces gens-là ont l'intention d'aller à Kinshasa pour prendre le pouvoir.
En juillet, en juillet dernier, un rapport d'experts de l'ONU avait établi entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais qui combattaient aux côtés du M23 et Kigali avait de facto pris le contrôle de la direction des opérations du M23. Mais quels sont les résultats obtenus à ce jour avec la médiation? La médiation rencontre d'énormes difficultés. Des pas avaient été faits avec la médiation angolaise, surtout entre les deux ministres des Affaires étrangères. De sorte qu'à un certain moment, il était même question d'un sommet entre le président Kagame et le président Félix Tshisekedi. Au dernier moment, le Rwanda a introduit une condition supplémentaire que la RDC accepte de discuter avec le M23. Ce que Tshisekedi avait accepté au départ de la médiation. Mais avec comme condition que le M23 retourne dans ses zones initiales avant la guerre en 2021. On avait presque eu un accord, rappelez-vous, quand les militaires kenyans étaient là-bas, le M23 avait même commencé à replier à un certain moment. Par la suite, le M23 s'est mis à occuper à nouveau le territoire. Les populations de la RDC se sont même plaints en considérant que le président était trop mou. Il ne s'agit pas de discuter, il ne faut pas discuter avec le M23, il faut les combattre. Et aujourd'hui, c'est ça la position de Tshisekedi. Pas de discussion avec le M23. Le Rwanda a considéré que s'il n'y a pas de discussion avec le M23, il n'y a pas de raison de venir au niveau de l'Angola pour la médiation. Et ça a fait que l'accord qu'on attendait est tombé plutôt à l'eau, puisque finalement, les deux présidents ne se sont pas rencontrés comme prévu. Avec une médiation en difficulté, est-ce qu'il faut pour mettre fin à ce conflit, il est urgent de trouver une solution politique arrangée? Si oui, comment y parvenir? À mon avis, il faut aussi bien une solution politique qu'une solution militaire. Et c'est là où l'Union africaine doit véritablement jouer son rôle. Je parle toujours ici d'une force de l'Union africaine. Il n'est pas normal que le Rwanda vienne avec des soldats soutenir un groupe rebelle dans un autre pays. Et l'Union africaine doit pouvoir mettre dans ses dispositions des choses extrêmement claires en la matière. On a déjà des problèmes avec ces frontières que nous avons héritées de la colonisation, mais qu'on ne nous apporte pas encore des conflits supplémentaires sur ce plan-là. Mais si l'Union africaine avait une véritable force militaire capable de venir arrêter cela, c'est ça l'idéal. Parce que c'est plus efficace que le côté diplomatique et le côté politique. Puisque depuis fort longtemps, c'est Macky Sall, il faut qu'on se rappelle, c'est Macky Sall qui était à l'époque président de l'Union africaine. C'est à ce moment que le président angolais avait été désigné pour faire la médiation, mais jusqu'à présent, la médiation est en train de piétiner. Il n'y a pas véritablement des avancées, à part quelques cessez-le-feu qui n'ont pas duré sur une longue période. Donc la médiation rencontre véritablement des difficultés. C'est comme si, comme le dit Tshisekedi, il faut arrêter les condamnations. Il faut que maintenant que les sanctions tombent sur les personnes qui sont responsables de cette situation. Et quand il dit sanctions, il pense particulièrement au président Kagame et aux militaires rwandais. Et en gagnant du territoire, mais jusqu'où sont-ils aujourd'hui capables d'aller? Est-ce qu'ils peuvent aussi également arriver sur la capitale Kinshasa? Arriver sur Kinshasa, c'est pas évident. Parce que le risque sera énorme. On est encore loin. Il ne faut pas oublier que la RDC n'est pas un petit pays. Ce à quoi je pense, ils vont peut-être tenter de prendre Goma comme ils l'avaient fait. Mais ils doivent faire attention parce qu'il y a des lignes rouges. Qu'on rappelle que le M23 n'est pas un mouvement qui vient de naître. C'est un mouvement qui était là. Et qui avait été combattu à l'époque par la RDC, appuyé par les Nations Unies, avec les forces des Nations Unies qui sont sur place, la MONUSCO. Maintenant, est-ce qu'ils sont en train de jouer sur ça? Parce qu'à l'époque, ils ont pris Goma pendant une petite période. Les gens ont dit, attendez, ces gens-là, on ne peut pas les laisser continuer. Ils ont été combattus. Est-ce qu'il y a une ligne rouge qui serait Goma? Les gens attendent de voir est-ce qu'ils vont prendre Goma pour appuyer davantage la RDC pour refouler le M23. Je ne sais pas trop, mais je crois que le M23 n'imagine pas aller prendre en bonne et due forme le pouvoir comme Kabila Père l'avait fait à un certain moment. Une force de l'Union africaine, alors qu'elle n'est pas encore envisagée, que peuvent faire notamment les organisations internationales pour soutenir un processus de paix en RDC? La vérité, c'est que quand on parle des organisations internationales,
la RDC n'est pas leur priorité. S'il s'agit de l'ONU, s'il s'agit des autres organisations, aujourd'hui, leur priorité, leur véritable souci, c'était d'abord l'Ukraine, ensuite la guerre Israël-Palestine. Peut-être comme actuellement il y a une trêve au niveau de Gaza, comme Trump a dit qu'on va régler le problème de l'Ukraine, ils vont peut-être regarder sur les autres conflits parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres au niveau du monde. Et peut-être qu'en ce moment, s'il y a des pressions sur le président Kagame, il va devoir au moins réduire son soutien au M23 ou bien arrêter son soutien au M23 parce que les Américains l'ont déjà fait. Le président qui est parti, Biden, avait condamné, il avait réclamé que le Rwanda retire ses troupes. La France avait fait la même chose. Beaucoup de pays au niveau de la communauté internationale ont eu à le faire. Mais c'est resté à l'échelle de la condamnation. Peut-être que si on parvient à se retrouver dans une situation de paix au niveau de l'Ukraine et de Israël et de la Palestine, on va pouvoir, au niveau de la communauté internationale, jeter un regard pas seulement sur la RDC, mais il y a d'autres guerres oubliées, le Soudan. Il y a également cette question du terrorisme au niveau du Sahel. On n'entend plus parler la communauté internationale sur ces questions-là. La Libye ou encore la Somalie, entre autres. Tout à fait. En fait, c'est pour dire que toutes ces guerres aujourd'hui sont oubliées. Justement, toutes ces guerres forcent les États, les dirigeants africains à réclamer des sièges au niveau du Conseil de sécurité. Mais où en sont les discussions à ce jour? Les discussions ne sont pas allées loin. Puisque loin que la tribune des Nations Unies. Le principe est là, mais on ne parle pas le même langage. Puisque moi, je fais partie de ceux qui sont partisans d'un siège avec un droit de veto. Parce que sinon, vous venez pour jouer aux figurants. Si c'est ça, ce n'est pas la peine. Il y a déjà 15 membres qui sont là-bas et il y a toujours des pays africains là-bas qui n'ont pas le droit de veto. Quelles sont les chances de l'Afrique de l'obtenir? Mais les chances de l'obtenir, c'est de l'arracher. On ne peut pas être là dans une posture donnez-nous. C'est un droit que nous avons d'aller nous installer au niveau du Conseil de sécurité avec un droit de veto. Maintenant, on aura un autre problème qui va nous représenter. Ça, il faut dire que nous n'avons pas résolu nous-mêmes entre nous ce problème et il faut le résoudre parce que sinon, le siège sera là et l'occupé va être un problème. Il faut qu'on mette en place un mécanisme pour dire comment on va s'entendre pour désigner qui va représenter le continent africain au niveau du Conseil de sécurité. L'armée congolaise se dit déterminée à reprendre les territoires perdus en RDC. Mamadou Diouf, y a-t-il espoir? On va difficilement dire qu'il y a espoir parce que ce que l'on voit depuis 2021, c'est une armée qui tient un discours, mais dans la réalité, c'est le M23 qui avance. Surtout entre janvier et au niveau de ces 3 premières semaines du mois de janvier, ils ont eu des avancées extrêmement importantes. On s'est retrouvé avec plus de pratiquement 250 000 personnes qui se sont déplacées à cause des avancées du M23. On promet tout le temps que l'armée va prendre ses responsabilités. L'armée allait même s'allier avec des forces locales qui se sont auto-organisées pour pouvoir se défendre parce qu'ils ont considéré que l'armée ne les défendait pas suffisamment. Mais actuellement, il faudrait effectivement que les forces armées de la RDC se ressaisissent et jouent leur rôle en termes de protection de l'intégrité du territoire de la RDC. Le M23 gagne du terrain dans la province du Nord Kivu, région riche en ressources naturelles et déchirée depuis 30 ans par des conflits. Effectivement, c'est pourquoi je parlais tout à l'heure de ADF. Ce n'est pas seulement le M23. Le problème qui se pose, c'est que le M23 est en train de toucher à une autre zone que le M23 n'avait pas l'habitude de toucher. Puisqu'ils sont en train d'aller vers le sud Kivu. Ils ont même pris une ville que l'armée a reconnue qu'ils ont pris, une ville minière extrêmement riche également. Mais ce qui veut dire que le problème est en train de s'élargir, comme je le disais. Le M23 est en train d'avancer. Ce que les Congolais, bien sûr, attendent, c'est que l'armée prenne ses responsabilités pour pouvoir faire face au M23. Mais, qu'on le dise, ça ne sera pas une chose facile. Il y a le M23 qui est très connu. Il y a les ADF qui sont connus également. Mais vous avez également d'autres dizaines de groupes armés sur le territoire congolais qu'on est en train d'oublier alors que c'est des groupes également qui sont actifs. Et quelle analyse faites-vous des différentes postures des hommes politiques congolais vis-à-vis de cette situation critique dans l'est du pays?
à mon avis, il y a une erreur dans certaines postures. Pour moi, quand un pays est attaqué de l'extérieur, les citoyens doivent faire preuve d'un sursaut pour ensemble combattre cet ennemi. Je suis maoïste sur ce plan-là. On s'occupe d'abord de la contradiction principale et après on revient sur nos contradictions secondaires. Alors que certains hommes politiques sont en train d'utiliser ça comme une monnaie sur le marché politique. En disant, voilà, Tshisekedi n'est pas capable de protéger le pays, Tshisekedi a fait ceci, même pendant la campagne électorale, cela a été utilisé. Je crois qu'il y a des moments où tous les citoyens d'un pays, sachant que leur pays est menacé, doivent se mettre avec leur armée pour défendre d'abord le pays. Et après, on se retrouvera pour régler nos contradictions internes. Et quels sont les soutiens de Félix Tshisekedi, le président, pour des solutions stratégiques? Ben, ce qui est curieux, théoriquement, tout le monde condamne. Quand il est allé en France, il a été clair, il a dit qu'il veut un soutien concret de la France. Directement, France-RDC, mais un soutien de la France également dans les institutions internationales, en particulier le Conseil de sécurité dont on parlait tout à l'heure, puisque la France est concernée. Mais malheureusement, ce soutien attendu de Tshisekedi, il ne l'a pas vu. On a vu des pays qui dénoncent, on a vu des pays qui demandent au Rwanda de retirer ses troupes, mais le soutien que Tshisekedi attend, il ne l'a pas vu jusqu'à présent et il le dit clairement. Dans son message au niveau des Nations Unies, il avait dit clairement, il continue toujours à le répéter. L'armée congolaise, en clair, ces situations montrent-elles les limites ou les difficultés de l'armée régulière? Mais l'armée est en difficulté, c'est indiscutable. Pendant un temps, on nous avait dit c'est parce qu'il n'y avait pas un leader pour gérer cela. Quand Tshisekedi est arrivé, effectivement, il a décidé de prendre ce problème à bras le corps. Mais si ça ne marche pas jusqu'à présent. Et Tshisekedi lui-même a reconnu qu'il y a des problèmes au niveau de l'armée qui doit combattre ses ennemis. Il dit qu'il y a même des ennemis à l'intérieur de l'armée. Mais même cela, une armée peut le régler parce qu'une armée a un service de renseignement interne qui doit pouvoir savoir qui sont ces brebis galeuses à l'intérieur de l'armée qui, au lieu de s'occuper de lutter pour libérer le territoire, sont en train d'apporter un soutien en termes de renseignement en vendant du matériel de guerre à ceux qui sont les ennemis de la RDC. Face à ces nouvelles avancées du M23, quelles sont les solutions possibles dans l'immédiat? Mais la meilleure solution dans l'immédiat, c'est ce qu'un chef traditionnel a dit. Que l'armée vienne arrêter le M23 et que l'armée vienne protéger les populations de ces zones parce que c'est ça le rôle de l'armée. Parce que si cette réponse n'existe pas sur le plan militaire, sur le plan politique, les négociations n'iront pas loin. Tout le monde le connaît. Quand on va vers la table de négociation, il faut y aller en position de force. Donc il faut une véritable offensive obligeant le M23 à reculer. Et en ce moment, quand il y aura des négociations, quand la RDC va parler, sa voix portera loin. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.